des personnes viennent me répondre et me disent « Ah, ça fait tellement du bien de lire ce que tu as écrit !» Et là, je me suis dit « Ah ouais ?» Important, et c'est pour ça que je veux faire des podcasts comme ça, parce que je veux amener les professionnels à parler autant de leur histoire pour que ça crée du lien avec les gens qui se reconnaissent chez les professionnels. Mais c'est chelou, qu'est-ce qu'il te veut Est-ce que tu peux vraiment avoir confiance Et là, il nous dit, est-ce que vous voulez travailler pour moi Ah oui, mais bien sûr, que faut-il faire? Juste, soyez vous. Oh Tu veux dire que je vais être payée à être qui je suis? Ça t'amène à rencontrer des femmes qui te ressemblent, auprès desquelles tu as un profond intérêt, qui créent une opportunité de travailler avec elles parce que tu leur apportes de la valeur, tout simplement, et que derrière, elles veulent s'offrir l'accompagnement avec toi. Et de se dire toujours par la porte ou par la fenêtre, on finit toujours par y arriver. Et salut, bienvenue sur le podcast de Roots. Je m'appelle Alexandre. Et si je te propose ce programme, c'est parce que je me suis rendu compte en tant que patient, mais aussi en tant qu'infirmier, que la prise en compte de la partie sensible, les émotions et toutes ces choses qu'on voit pas forcément ont un très fort impact sur la santé mentale et indirectement sur la santé au global. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut chercher, ou quand j'ai voulu chercher un professionnel, je me suis retrouvé face à des discours qui se ressemblaient et une très grande difficulté à savoir qui choisir. Alors je prends le parti, avec ce podcast, de te faire rencontrer les professionnels à travers ce qu'ils ont vécu de facile, mais aussi de douloureux pour que tu comprennes ce qu'ils ont changé pour eux et ce qu'ils peuvent t'aider à changer dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle rencontre et une nouvelle écoute. Je te souhaite un très bon moment. Comment ça va, Laure? Eh ben écoute, ça va très bien. Ouais. C'était important pour moi de te faire passer à ce micro parce que je garde un souvenir assez étonnant de notre rencontre qui s'est confirmé par la suite quand j'ai eu envie de discuter avec toi. C'est marrant parce que du coup là on a fait un petit tirage avant et c'est la lune qui est là, mais pour autant c'est un soleil que je sens dans ta personnalité. Et du coup avant de te présenter, j'ai envie de dire pourquoi j'ai eu envie de te faire passer dans ce podcast. Et le point de départ, c'est je passe une soirée où je suis en difficulté avec moi-même. Je sais pas pourquoi, j'ai les couilles à l'envers et alors que je devrais être bien au milieu d'entrepreneurs, en fait j'y arrive pas du tout. Je passe les sessions, les conférences, ça me fait du bien, mais en fait quand je te rencontre, je vois une énergie qui est cool et j'arrive pas à la comprendre parce que je suis pas en pleine possession de mes moyens, mais je me dis cette femme est cool, en fait sa présence fait du bien, mais c'est qui en fait? Tu parles de relations amoureuses, tu parles d'entrepreneuriat, tu parles plein de trucs qui me parlent, tu vois, je me dis mais c'est qui? Et quand on discute par la suite, je comprends en effet que tu as ce truc de c'est trop cool et de faire partir les gens dans ce c'est trop cool. Et justement, avec ce podcast, j'ai envie de faire ressortir ce trait de personnalité qui fait que les choses qui paraissent compliquées deviennent beaucoup plus simples. Et j'ai envie de te demander, Anne-Laure, comment est-ce que tu auras envie de te présenter aujourd'hui? Ah ben écoute, déjà, la présentation que tu viens de faire, elle est parfaite. Ça me va bien. Je prends. Comment je pourrais me présenter? Eh bien, moi, je suis une entrepreneuse slasheuse et qui suit sa joie en permanence et qui, du coup... je suis exactement ce qui se passe en fait. J'ai toujours été très ouverte aux opportunités et du coup, ma vie, c'est un peu ça en fait. Je suis ce qui vient et j'aime. Je suis une amoureuse de la vie. Trop cool. Ok. D'emblée, il y a un truc que tu es en train de dire que je trouve intéressant, c'est que tu dis tu suis la vie et à la fois, j'ai l'impression que tu impulses quand même pas mal la vie. Hein. Ah oui, quand même. Mais déjà, en soi, d'être ouvert aux opportunités, c'est pas rester non plus d'être dans l'attente, c'est pas du tout dans mon tempérament. Donc, je suis très, très active, très proactive. Donc, du coup, je pense aussi que j'amorce aussi les opportunités de mon tempérament, de qui je suis. Donc, effectivement, je suis pas dans l'attente. Je ne subis rien. Eh ouais. Et j'ai envie de te demander, du coup, c'est quoi la vision que tu as pour tes activités à long terme? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive, qu'il advienne après ton passage? Qu'il advienne après mon passage, ça c'est une question à chaque fois, elle est compliquée je trouve. Mais si déjà je pouvais m'éclater tout au long de ma carrière comme je m'éclate à l'heure actuelle et comme je me suis éclatée sur les 16 dernières années où j'ai fait connaissance avec l'entrepreneuriat, très clairement, moi je demande pas plus que ça en fait. Je sens bien que quoi qu'il arrive, depuis le début, si je prends ma rétrospective, quand tu parles de laisser un message, je le laisse parce que je le vois en fait. Je le vois au travers des discussions que je peux avoir avec des personnes que j'ai rencontrées même pendant ma carrière en fait, ou des personnes avec qui j'ai accompagné et qui me disent 10 ans après « Ah, je mets toujours en pratique ce petit truc que tu m'avais donné ». Et puis parfois, j'entends même ta voix. Qu'est-ce qu'elle dirait, Anne-Laure? Et là, je me dis, oh, c'est moi la petite Anne-Laure. Parce que parfois, on se sent un peu qui je suis
Et au final, à ce moment-là, waouh, je me dis, ça c'est chouette. Et quand je vois, je te partageais justement avant cet entretien, le partage que je fais avec mes enfants notamment, où on fait des rituels en famille à la lune et que je leur inculque un peu ces ouvertures d'esprit. Pour moi, c'est des ouvertures d'esprit en fait. Et du coup, là, je me dis que j'impacte forcément dans l'après. Quand je serai plus là, il y aura toujours une trace. Et ils diront toujours, ma mère, elle était incroyable. Elle nous a appris à faire les rituels d'abondance, les rituels à la lune. Donc voilà, c'est ça ce que je veux en fait. Je veux qu'on garde de moi que en ma présence, c'est chouette. Ça fait du bien. Ouais, ça me parle. Ça me parle. Et si ça s'est tourné vers l'extérieur, si on tournait ça plutôt vers l'intérieur, qu'est-ce que tu aimerais pour toi dans ta vie comment tu jugerais que tu t'es accompli ou que tu as accompli ce qui est important pour toi? Tant que j'ai été heureuse au quotidien, en fait. Si je me sens épanouie à la fin, comme je me sens épanouie aujourd'hui, alors là, je me dirais, waouh, c'est chouette, Anne-Laure, bravo, tu peux t'en aller. C'est tout bon. Trop cool. Simple, efficace. Trop cool. Bien. Anne-Laure, j'ai envie qu'on passe à travers ton histoire pour qu'on comprenne qu'est-ce que tu fais aujourd'hui précisément, quel profil de personne est-ce que tu accompagnes. Et j'ai surtout envie d'illustrer au cours de cette discussion, quel est ton super pouvoir que tu mets au service des autres aujourd'hui et de toi-même surtout d'ailleurs. L'endroit où j'ai envie de commencer l'histoire avec toi, c'est Decathlon. Oui, à fond la forme. À fond la forme. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies eu envie de travailler avec Decathlon, tout ça? Alors déjà, j'étais sportive. Je faisais du sport collectif, je faisais du basket à l'époque. Je faisais même arbitre et officiel. J'avais passé un diplôme d'arbitre officiel. Je coachais également. Donc, j'étais déjà quand même dans l'envie de contribuer à une association et liée sur le sport. Et cependant, à ce moment-là, moi, je sors du tourisme, alors rien à voir. Donc, du coup, cependant, j'ai eu un coup de foudre pour Decathlon et je m'étais mis un objectif, c'est à la sortie de mes études, je fonce dans un Decathlon, je veux travailler dans un Decathlon. Ils ont l'air toujours connectés entre eux, les vendeurs. Ils sont tous jeunes. Il y a quand même un esprit qui, moi, m'attirait en fait, naturellement. Et donc, du coup, je me suis présentée une première fois chez Decathlon. CV en main, le sourire, et c'est parti, on y va, on demande. Ok. Du coup, tu y vas, tu déposes ton CV, il se passe quoi? Eh bien, il se passe rien. Il se passe rien parce que aucune réponse. Ouais. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, on va y retourner. Et j'y retourne une deuxième fois, déposer encore un CV, toujours la même personne de l'accueil, très sympathique. Et puis, ça, je le répéterai 8 fois. Waouh. Waouh. Et il se passe quoi au bout de la 8e fois? La 8e fois, je me dis, Anne-Laure, change de stratégie. Potentiellement, c'est peut-être pas la bonne personne. Va direct au but. Donc, observe qui est qui dans le magasin et va vers la personne que tu crois ou que tu ressens être celle qui va t'accorder ce droit de rentrer. Ok. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, je suis allée le voir. Je lui ai donné mon CV. Et là, il m'a dit... mais ce nom, j'ai l'impression de l'avoir vu et revu. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Donc, ok, sors ton agenda, on va poser un rendez-vous pour... alors, c'était un entretien collectif. Par contre, on était quand même plusieurs à faire cet entretien d'embauche. Et j'ai eu mon premier contact pour rentrer chez Decathlon. Ça, c'est ce que je trouve... c'est là que je trouve que ton super pouvoir s'exprime parce que... je crois que je fais partie de ces gens qui, à un moment donné, se seraient dit « Ouais, bon, ils s'en battent les couilles, tu vois. » Et je serais passé à autre chose. Mais par contre, toi, il y a un truc qui fait que tu y retournes. Et au final, tu as eu raison, puisqu'il finit par te proposer un entretien. Et en plus, il te dit « Ah, mais j'ai déjà vu ton nom, en fait. » D'où ça vient, ce truc d'être capable... Attends, on va pas aller dans d'où ça vient. C'est qu'est-ce qui se passe pour toi, du coup, quand tu reçois les non-réponses? Qu'est-ce que tu te dis, en fait? Ah zut. Ah zut. Bon, j'y retourne, c'est pas grave. Ouais. Et le côté, c'est pas grave en soi, dans la mesure où, en fait, je relativisais, j'étais chez mes parents. Il n'y avait pas d'enjeu majeur derrière. Ouais. Ça ne m'empêchait pas de faire des demandes, parce que j'ai quand même des parents qui sont présents et qui me disent, en fait, il faut que tu trouves un travail. Hein. Il y a un moment donné, tu es sorti des études, ça y est, c'est terminé, il faut que tu trouves. Donc, ils avaient compris, moi, ma demande, mais ils me disaient, ne reste pas buté là-dessus. Envoie des demandes ailleurs. Donc, j'envoyais. Par contre, j'y mettais aucune conviction et aucune énergie. J'envoyais vraiment pour faire plaisir à mes parents, très clairement. Et moi, je restais focus sur mon objectif à moi. Ok. Et du coup,
tu te dis juste, ah zut, mais quel genre d'émotion t'éprouves quand tu reçois ces non-réponses? À ce moment-là, je suis pas dans des émotions qui me freinent. Mm. Je peux pas dire que je suis dans la joie, évidemment. Néanmoins, je suis pas dans une émotion de peur, d'inquiétude ou de déception. Je suis juste dans la réflexion de trouver une solution pour y arriver. La première fois, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas le bon moment parce que on était dans une période où potentiellement il n'y avait pas de besoin. Donc, je comprenais en fait. Du coup, je m'étais dit, bon, il faut que je revienne, mais peut-être à cette période, parce que peut-être que là, à ce moment-là, ils vont embaucher plus facilement. Donc, à chaque fois, en fait, je réévaluais la situation plus que d'être dans mon émotionnel qui pourrait pu me freiner ou me faire baisser les bras, en fait. Qu'est-ce qui fait que ton émotionnel prend pas autant de place que ça à l'intérieur de toi à ce moment-là? Bah, tu vois, en te le disant, les questions me viennent parce que je me dis, pourtant, moi, qui suis une hyper émotionnelle, je comprends pas. Peut-être que je constate quand même avec les années aussi que ce côté sensible que j'ai et très connecté aux émotions n'a pas toujours été aussi fort qu'aujourd'hui. Je me demande si, avec les années faisant, ce trait de caractère ou cette faculté, je sais pas trop comment décrire ça s'accentue pas avec les années en fait. Et je pense qu'à 20 ans, à 23 ans, j'avais pas les mêmes émotions en fait. J'étais d'ailleurs plus souvent dans la joie et l'insouciance, l'inconscience que dans autre chose. Ouais. Donc j'étais pas en tout cas touchée par des noms, et puis surtout, j'ai toujours grandi avec par la porte ou par la fenêtre, on finit toujours par rentrer. Et donc, pour moi, c'était d'une évidence, c'était juste une question de temps. Trop cool. En fait, je te pose la question comme ça parce que je me rends compte que bien souvent, quand j'ai voulu, et je crois que j'ai observé beaucoup de gens comme ça autour de moi, initier un projet, initier une intention ou quoi que ce soit, et qu'il n'y a pas forcément de répondant devant, il y a un truc à l'intérieur de moi qui se désamorce en se disant « ouais, bon, truc ». Et en fait, je commence déjà à te poser les questions là-dessus, mais je vois l'évolution au cours de ton parcours, donc je te reposerai fréquemment la question pour que ça ressorte. Mais ouais, je crois que la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que je suis admiratif de cette capacité à pouvoir observer la situation et ne pas la vivre pour ce qu'elle te fait, mais la vivre pour qu'est-ce que ça veut dire vraiment, en fait. Oui. Et ouais, ça me laisse pantois, ça. Revenons-en à cette histoire de décathlon. Donc, du coup, tu essayes une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 8 fois, tu changes, tu tombes sur quelqu'un qui dit rendez-vous de groupe. Ouais. Il se passe quoi dans le rendez-vous de groupe? Ah, je suis à fond. Je suis à fond, là, je suis au taquet pour y arriver. Et là, je me dis, cette fois-ci, c'est ton jour, alors vas-y. Et là, je m'éclate. Et je m'éclate autant d'ailleurs avec les personnes qui viennent participer au même titre que moi, qu'avec la personne qui recrute. Moi, je suis tellement bien, en fait, que du coup, je suis très ouverte à tous. Donc, je passe un super moment, je me régale. Je suis clairement moi, du début jusqu'à la fin, avec cette énergie qui me caractérise quand même. Et du coup, à la fin, on va savoir. Donc, on arrive avec ce soir, on sait, parce qu'il y a plusieurs étapes, en fait. Et le groupe diminue au fur et à mesure des étapes du recrutement. Et donc, du coup, on sait le soir qui a été le sélectionné, quoi. C'est même un challenge sportif, en fait. J'avoue. Et du coup, tu es sélectionné. Et du coup, je suis sélectionnée. Ok. Et comment se passe la sélection alors? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils te proposent par rapport à ce dont toi, tu avais envie? Eh bien, écoute, ça a dépassé un peu ce que j'espérais parce que, comme je te le disais dans ma présentation tout à l'heure, je suis ce qu'on appelle un slasher. Et tel un slasher, je ne peux pas me cantonner à une seule activité. J'ai besoin que ce soit divers et variés. Mais à l'époque, je n'avais pas vraiment cette conscience, en fait. Je ne savais pas d'où ça me venait et je ne savais même pas qu'on pouvait être comme ça, en fait. Et là, ils me proposent un truc génialissime. C'est parce qu'ils ont, en tout cas le recruteur a repéré chez moi quelque chose où il se dit je ne peux pas la recruter pour le contrat que j'avais prévu au départ, parce qu'il recrutait pour des contrats de 15 heures, donc des contrats étudiants. Il avait compris que dans ma situation, je cherchais un plein temps. Il n'avait pas de besoin de plein temps. Et donc, du coup, il m'a proposé d'intégrer et de cumuler 3 contrats étudiants. Ça veut dire qu'à partir de là, au lieu de faire 3 personnes recrutées, il m'embauche moi avec 15 heures dans un rayon, 15 heures dans un autre et 15 heures dans un autre encore. Et là, je me dis, waouh, c'est génial, c'est encore mieux que le plan. J'avoue. Ok, gros succès. Comment ça se passe après à Decathlon? Comment est-ce que tu évolues dedans? Qui est-ce que tu deviens au sein de Decathlon?
Je me régale. Je sympathise très vite avec l'équipe. Je m'intègre très facilement. Et ce que j'aime encore par-dessus tout, c'est que souvent, on tendance à dire faut jamais mélanger travail et perso. Ben, moi, j'ai jamais vécu comme ça. Je ne peux pas faire abstraction de ce que je ressens. Et quand je connecte avec les gens, que ce soit dans le cadre de mon travail ou ailleurs, ben, si ça devient des amis, ça devient des amis. Je ne vais pas réfléchir. Et donc, très vite, il y a des gens avec qui vraiment je connecte très fort et avec qui je vais vivre des choses vraiment super chouettes. Et je commence à m'intégrer dans l'équipe d'animation. Et moi-même, déjà le matin, en fait, alors les équipes d'animation, c'était pour créer des soirées, il y avait souvent des animations autour du sport. Et on se retrouvait pour faire vraiment du team building, en fait. Et moi, le matin, j'aimais bien venir. Surtout quand j'étais fatiguée, c'était pour pallier à ma fatigue. J'organisais, avant l'ouverture du magasin, des concours de rollers dans le rayon chasse-pêche, parce que c'était plus grand. Et là, il y avait tous les vendeurs qui venaient, OK. Et on faisait un concours de rollers, et ça, c'était chouette. J'adorais jouer avec le micro de l'accueil pour chanter. Enfin bon, bref, je me suis beaucoup amusée, en fait. Au-delà de travailler, je me suis aussi beaucoup amusée. Ouais. Ça, c'est là que je sens une trace de ton super pouvoir, cette espèce de joie qui te caractérise, quoi, et que tu sais transmettre, en plus. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de s'amuser comme ça, attraper un micro et faire quelque chose qui passe bien, ou réunir les gens autour de quelque chose qui fait du bien à tout le monde, de jouer. Je trouve ça incroyable. Cool. Donc, tu galères à rentrer à Decathlon, mais c'est comme une évidence une fois que le recruteur te rencontre. C'est encore plus une évidence dedans parce que tu participes à fédérer les groupes, etc. C'est quoi la suite pour toi? Comment est-ce que tu vas évoluer vers autre chose après Decathlon? Alors, donc à ce moment-là, je suis en colocation avec une de mes meilleures amies, enfin celle qui deviendra ma meilleure amie. Et elle me propose de partir l'été une semaine à Londres, passer une semaine de vacances, donc OK. Et là-bas, je tombe amoureuse d'un Anglais. Il était trop beau. Et du coup, quand je rentre, je pose ma démission en me disant je vais le retrouver après et je vais vivre peut-être un an en Angleterre. J'avais envie de nouveautés, envie de créer autre chose, en fait. Et donc, je pose ma démission. Et puis, après, pour poser la démission, j'appelle ce jeune homme et je lui dis écoute, je te retrouve dans un mois, puisque j'ai un mois de préavis. Là, il me dit mais non, en fait. C'était bien pour les vacances, mais là, non. Ah, zut. Juste zut, quoi. Ouais. Ah mince. Bon, écoute, je vais voir si c'est trop tard pour la démission. En l'occurrence, oui. J'ai compris très, très rapidement qu'une démission, une fois qu'elle était donnée, elle était donnée. Et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc, là, j'ai quand même un loyer sous ma charge. Et puis surtout, voilà, je n'ai pas été habituée à rien faire. Donc, je me dis, c'est pas grave, j'ai un mois, du coup, pour trouver un travail. Donc, je me mets en quête d'un nouveau travail. OK. J'adore cette histoire. Du coup, je vais te demander, mais comment tu t'y prends pour trouver un travail? Eh bien, simple, efficace, lettre de motivation et CV qu'on envoie par fax. OK. Oui, c'était les fax. Donc, je commence à faire des petites sélections. Je n'ai pas véritablement autant Decathlon, pour moi, c'était une évidence. Et j'étais vraiment que là, j'envoie, mais je suis pas... j'ai rien qui m'appelle. Je n'ai pas d'appel à ce moment-là. Ouais. Et là, la magie opère. C'est-à-dire que je suis contactée. Donc, il me restait une semaine. Je crois qu'il me restait une semaine à travailler encore chez Decathlon. Je suis contactée. Bonjour, ici l'OFUP, l'Office universitaire de presse. Je me dis oui, bonjour. Alors, on a bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. OK. Et du coup, il y a un recrutement, une session de recrutement qui se passe la semaine prochaine. Est-ce que vous seriez disponible? Oui. Mais j'ose même pas demander pourquoi, en fait. Pour quel poste? Parce qu'en vérité, je n'ai jamais envoyé de documents à l'OFUP. Je ne connais pas du tout le milieu de la presse. Je ne connais absolument pas. Donc, je ne comprends même pas ce qui se passe. Mais je réponds oui, parce que je me dis sur un malentendu, on ne sait jamais. Et puis, je vais vérifier après dans tout ce que j'ai envoyé. Et je me rends compte qu'en fait, je me suis trompée d'un numéro dans le fax. Et qu'au lieu d'atterrir dans une entreprise que j'avais contactée, c'est atterri dans une autre qui me contacte. Et là, je me dis, bon, écoute, j'ai rien à perdre, allons-y. C'était quoi le poste, du coup? Ressources humaines. OK. J'imagine qu'il faut un minimum
oui, de formation quand même. Oui. Ok. Et donc, du coup, tu vas participer à l'entretien et quoi? Donc là, pareil que pour Decathlon, on est plusieurs, on est, je crois, 25, autour de 25 personnes, où on va postuler. Alors déjà, on passe devant une personne, et après, on passe devant un jury de 3 personnes. Et à la fin, on sait qui va être sélectionné, là encore une fois, pour le poste. On me décrit le poste, on me pose des questions. Ah, c'était ça le poste alors? C'est exactement ça. Et moi, en plus, je me connais. Je sais que j'ai dû être « Ah ouais, mais c'est génial !» parce que je suis toujours très enthousiaste. Comme je suis très curieuse, en fait, tout devient « Ah ouais, mais c'est incroyable, c'est génial !» Et donc, on me pose des questions et je réponds à toutes les questions. J'hésite même pas une seule seconde. Et même si j'ai pas la réponse, je préfère dire « Ah, bah là, peut-être que j'irai m'enseigner parce qu'en fait, j'ai pas la réponse tout de suite, mais si vous me donnez un petit peu de temps, je peux vous la trouver. » Ouais. Et donc, ce premier entretien passe. Je passe à l'étape 2. Donc là, je sais que tu sais, le truc augmente. C'est génial, en fait. Tu sais, l'intensité là, émotionnelle, pour le coup, elle augmente parce que on n'est plus que 5, tu vois, en finale. Et puis, je repars. Je me souviens avoir rendez-vous avec ma coloc et je lui dis, écoute, je ne sais pas, mais j'ai comme une conviction que c'est moi qui vais le gagner, ce poste. Je dis alors que pourtant, très clairement, je n'ai pas les qualifications et j'ai encore moins l'expérience. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé, et notamment avec la première personne que j'avais vue. Et puis, le lendemain, coup de téléphone, vous pouvez commencer dans 15 jours. Mais oui, c'est avec joie. Et c'est comme ça que j'ai intégré cette équipe et où j'ai découvert un nouveau métier, clairement. C'est quand même incroyable, cette histoire. Je veux dire, genre, t'es en mode, bon, il va falloir... Attends. Avant ça, c'est comme, ah, j'aime bien ce garçon, j'irais bien vivre avec lui, etc. Engouement de ouf. Je quitte mon travail. Du coup, le garçon qui te dit, ouais, mais en fait, non, c'est pas le deal, tu vois. Ah, zut. Il n'y a pas un truc d'apitoiement ou d'effondrement sur toi-même? Non, pas pour cette phase-là, en tout cas. Ouais. Non. Ça, je trouve ça fort parce que, je me transpose dans ta situation. Moi, ça aurait été en mode, ah, mais je prévoyais tellement de faire mes plans avec toi, je prévoyais tellement de choses. Et en fait, le fait que ça ne se passe pas comme prévu, tu vois, je pense qu'à ça m'aurait fait genre, ah, ça va être trop dur de me relever, tu vois, après ça. Et toi, en fait, t'es juste en mode, ah, zut, je peux retourner au travail? Ah non. Ah, zut. Mais c'est pas grave, je redéploie des efforts, je vais aller déposer des CV absolument partout. Tu fais une erreur? Oui. Erreur de chiffres et tu tombes sur une annonce et au final, t'es surprise, mais toujours dans cet enthousiasme de trop bien, quoi. Ouais. Et en fait, ce truc-là, c'est comme un super pouvoir qui t'ouvre les portes de cette entreprise en tant que RH, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce truc de RH et qu'est-ce qui, à ton avis, te permet de répondre aussi bien aux attentes de l'entreprise? Je pense que c'est justement, tu sais, la question où j'avais pas les réponses, mais à laquelle je réponds vraiment avec toute sincérité. J'ai pas la réponse, mais par contre, je vais aller chercher l'information pour la donner. Je pense que c'est exactement ça que la personne a repéré aussi chez moi. C'est-à-dire que j'avais cette envie d'apprendre en permanence et de ne pas en faire une affaire personnelle si je ne sais pas. Je remettais pas en question qui j'étais à ce moment-là. C'était juste que je ne savais pas, en fait. Et une fois que j'ai l'information, je deviens une sachante, en fait. Donc, du coup, je peux mettre à profit ce que j'apprends. Donc, je pense que c'est ça qui fait que... Et là, j'ai appris tellement de choses. Pour moi, ça a été une chance incroyable. J'ai vraiment adoré ce job que j'ai fait pendant 2 ans. Ouais. Tu viens de lâcher les mots-clés qui, à mon sens, expliquent ce que je crois percevoir chez toi. Je veux dire, tu dis à un moment donné, les choses, enfin, là, en l'occurrence, c'est par rapport à une situation, tu dis, le fait de ne pas savoir ne me définit pas. Donc, le fait de vivre l'échec de je ne sais pas ça ne me définit pas et ne me remet pas en question. Là où je pense que la plupart des gens pourraient se remettre en question. Il y a tellement peu de gens qui savent pas dire, il y a tellement peu de gens qui savent dire je ne sais pas. Oui. Et au contraire, la plupart du temps, il y a comme du bullshit storm qui va sortir, genre oui, c'est ça, je sais rien du tout. et je trouve ça cool de savoir dire, là, je sais pas, de rester dans ton entièreté et de rester avec le truc mais je sais que je peux trouver la réponse. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Ok, cool. Il se passe ça dans cette entreprise. Qu'est-ce qui fait que tu vas un jour ou l'autre changer d'entreprise? Le rachat de cette propre entreprise par un groupe américain et donc du coup restructuration en interne
Ils doivent licencier, évidemment, ils vont licencier les derniers arrivés dont je faisais partie. Donc, licenciement, ok. Bon, ben là, encore une fois, c'est une information. À ce moment-là, j'ai rencontré mon nouvel amoureux, qui allait être l'homme de ma vie et le père de mes enfants. Et du coup, je me retrouve où je suis enceinte et j'ai plus de boulot. Donc, je me dis, bah, quelque part, c'est peut-être pas plus mal parce que je vais pouvoir m'occuper de la première année de mon bébé. Donc, finalement, les choses se font bien. Ouais. Et j'accepte alors complètement ce licenciement. Et j'en profite pour passer vraiment beaucoup de temps avec Axel, mon fils aîné. Et donc, pendant 1 an, je suis voilà, avec mon fils, un petit peu moins d'1 an, parce que l'ennui après arrive assez vite. J'ai envie de retrouver des gens. Un bébé, c'est chouette. Et je me suis régalée. Mais j'ai aussi besoin d'être avec le monde extérieur. Donc, au bout de 9 mois, tu vois, le temps d'une grossesse, eh bien, j'ai retrouvé un nouveau travail. Ok, quel genre de... Qu'est-ce que tu as trouvé comme travail? Alors, dans un service après-vente d'électroménager, ouais. où j'ai appris à nettoyer des magnétoscopes. Ok, énorme. Putain, c'est marrant parce que je croyais qu'on allait passer à Kawasaki là maintenant en fait. Non, pas encore. Il y a eu le service après-vente entre-temps, mais qui n'était qu'un remplacement d'une copine en fait. C'était une copine qui était en congé mater. Et du coup, moi j'avais besoin de gagner de l'argent à ce moment-là quand même. Et puis de retrouver... tu vois, le rythme du travail. Et donc, ça me permet, en fait, d'intégrer une équipe avec qui je sympathise encore. Et à la fin du contrat, l'une d'entre elles, justement, qui était femme d'un motard, c'est là qu'arrive... Alors, c'est pas Kawasaki, c'est Yamaha. Ouais, ouf. Attention. Et elle me dit, écoute, avec mon mari, on est passé dans un magasin Yamaha, pas très loin d'ici. Il recherche une assistante commerciale. T'as qu'à aller postuler... Et donc, alors je lui dis, bah oui, mais il ne cherche pas quelqu'un qui s'y connaît dans la moto. Elle dit, bah si, mais bon, vas-y. Mais je me dis, ouais, après tout, on n'a rien à perdre. Ouais, carrément. Alors attends, je m'arrête là-dessus parce qu'il y a quand même un truc. Tu sors des RH, je me dis quand même que c'est une posture cadre. Ouais. Et du coup, après, tu retournes en mode service après-vente. Il y a, à l'intérieur de moi, ça fait un peu comme rétrogradation, tu vois, par rapport au type de statut que tu avais pu avoir avant. Alors que moi, pas du tout. Moi, je vois un travail, en fait. Je suis pas... à ce moment-là, mon besoin prioritaire, c'était pas... j'étais pas du tout carriériste, en fait. J'avais pas forcément... Je pense que je pensais, parce que c'était vrai, je ne sais pas, mais que je n'avais pas d'ambition, en fait, professionnelle. Moi, pour moi, ce qui était important, c'est d'avoir un salaire à la fin du mois et que je puisse subvenir à mes besoins, en fait. C'était ma priorité de l'instant. Surtout que j'avais compris une chose aussi, c'était que peu importe ce que je faisais en termes de mission, l'important, c'était que je sois bien avec mes collègues. Et si je m'entendais avec l'entourage professionnel, je savais que je pouvais tout faire. En tout cas, c'était mes croyances. Dans l'absolu, probablement qu'il y a des choses que je ne sais pas faire, mais en tout cas, j'avais vraiment compris ça. Donc, je ne le voyais vraiment pas comme une rétrogradation. Je le voyais comme une opportunité de revenir dans le monde du travail. Voilà, j'avais passé 9 mois à la maison avec Axel. Et du coup, pour moi, c'était vraiment l'opportunité de revenir dans un rythme différent, de retrouver des personnes. Et voilà. C'est ouf parce que, encore une fois, là, je sens que ton identité, elle n'est pas tenue à ce que les gens peuvent dire de toi. Elle n'est pas tenue au type de poste que tu vas avoir. C'est comme si tu étais dans tes baskets. Oui, totalement. Et qu'en fait... c'est ce qui se passe à l'extérieur ne remet pas en question qui est dans les baskets. C'est juste, tu te dis, bon, là, je repense à Decathlon, j'ai vraiment très envie d'aller chez Decathlon. Ça se passe pas comme j'ai envie. Bon, c'est pas grave, ça veut dire qu'il faut que je m'y prenne différemment. Et du coup, tu t'adaptes, mais t'es pas en mode non, mais ils me veulent pas parce qu'après tout, je suis pas à la hauteur ou je sais pas trop quoi. Tu vois, il y a pas ce discours-là à l'intérieur de toi. Ce qui fait que derrière, tu peux rentrer plus facilement chez Decathlon parce que le gars il dit, mais en fait, vous avez fait preuve de persévérance et en fait, j'ai tellement vu votre nom que je suis grave chaud de vous suivre. Et tu vois, indirectement, ça me fait penser un peu à la posture entrepreneuriale de celui ou celle qui va prendre la parole sur les réseaux pour parler d'un sujet qui lui plaît, au tel point qu'un jour, il y a quelqu'un qui se dit, mais en fait, c'est pertinent ce qu'elle dit. Bref, tu es droite dans ton identité, pas remise en question par tout le reste. Tu as envie de faire ce qui est bon pour toi au moment où là, donc je vois une connexion avec toi à cet endroit. Du coup, aller dans un SAV, c'est OK pour toi. Il y a toujours un truc avec l'équipe, il y a un truc qui vibre à l'intérieur de toi pour l'équipe. Puis finalement, il y a un autre poste à Yamaha. La rencontre.
La rencontre. Donc, la rencontre, il me restait 3 semaines à tenir sur le service après-vente avant que ma copine reprenne son poste à elle. Donc là, je suis dans les démarches de recherche et le jour où je ne travaille pas, je demande à mon mari de m'accompagner vite fait dans ce magasin-là pour que je dépose un CV. Donc lui, il est dans la voiture et il attend avec mon fils dedans. Je dois juste déposer un CV. Ça doit prendre 2 secondes. Bon, bah, là, non. Parce qu'au même moment, il y a la patronne, donc c'était tenu par un couple. Ouais. Et la femme arrive vers moi et elle me dit « Qu'est-ce que c'est ?» Alors, je lui dis bah, « C'est mon CV que je venais déposer. » Donc, la personne à qui je l'avais donné lui donne en main propre. Et elle dit « Venez, je vous prends tout de suite un entretien. » Ok. Donc, mon mari a dû attendre un peu plus longtemps dans la voiture. Je suis montée. Et quand je suis redescendue, bah là, le même sentiment où en fait, je redescends et je sais que c'est moi qu'elle va prendre en fait. Donc, je regarde mon mari, je lui dis bah écoute, je crois que c'est bon. Et puis, pas loupé quoi. Hein. Le soir même, elle m'appelait, elle me dit bon bah ok, vous commencez dès lundi. C'était un vendredi, je commençais dès la semaine suivante. Ça, c'est fort ça. Je veux dire, il y a un endroit où, je veux dire, t'es le CV envoyé au mauvais endroit. La personne qui te dit t'as à tel endroit, il y a un poste, tu y vas et tu tombes sur la patronne et paf, ça fait des chocs à pic. Okay. C'est ça. Il y a un truc là, il y a vraiment un truc. Ok, cool. Yamaha, tu commences à travailler pour eux. C'est quoi ton poste? Il se passe quoi avec eux? Alors, moi, je m'occupe donc de tout ce qui est administratif pour faire les demandes d'immatriculation des véhicules, de faire la facturation aussi, d'encaisser les règlements pour les véhicules. Et on est souvent amené également à être avec les clients, en fait. Moi, mon bureau, il est central, en plein milieu du magasin. Et les clients viennent tous et s'assoient et me parlent. Donc, je les écoute. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi, très différentes encore une fois, parce que c'était vraiment un poste que je ne connaissais pas non plus. Et du coup, j'ai appris plein de choses, à la fois sur l'aspect plutôt professionnel, et puis également sur moi-même, parce que j'ai découvert que j'avais un amour profond avec les chiffres et que je pouvais retenir des séries de 17 chiffres au véhicule près, et que je savais les retrouver à l'endroit. Et quand le patron a compris ça, je m'occupais des inventaires des véhicules. Waouh. En effet, super. Mon cerveau n'est pas câblé de cette façon-là. Alors, ça m'a valu quand même le surnom de Rainman. Bah mais oui, tu m'étonnes. J'assumais. Tu m'étonnes. Ok. Du coup, c'est marrant parce que tu as un poste, tu as un bureau qui est central dans le magasin. Et du coup, tu as les clients, mais aussi les salariés qui viennent passer du temps avec toi, un peu comme le rôle du RH au final, qui est proche des équipes. C'est vrai. Voilà. Ça me renvoie à ce qui se passait quand tu étais chez Decathlon. C'est-à-dire que tu étais quelque chose de central aussi. Je dis quelque chose parce que c'est pas quelqu'un de central dans le sens où tu fédérais les équipes, tu avais une énergie qui impulsait des choses. Qu'est-ce qui se passe chez Yamaha avec cette énergie, avec tout ça? Comment ça se poursuit pour toi? Des connexions avec des gens, encore une fois, avec des gens qui sont encore que j'ai en contact en fait, avec qui je parle pas forcément tous les jours bien sûr, mais on est toujours en lien notamment avec les réseaux sociaux, avec lesquels j'envoie des messages toujours. Donc ça fait maintenant presque 20 ans. Et pour autant, et après, c'était pas aussi fort qu'à Decathlon, je peux pas dire ça, mais par contre il y a toujours eu des animations où, on s'est toujours amusé avec avec les collègues en fait, parce que en plus les patrons étaient des personnes très directives et qui pouvaient autant montrer de l'attachement et être donc gentils et autant être trop directifs, punitifs presque. Du coup, il fallait qu'on jongle avec ça et on avait su créer en fait une connexion dans l'équipe pour pallier justement à leur saut d'humeur ou bien où on ne sait pas trop comment les prendre en fait. Donc ça, c'était chouette aussi. Ok. Et du coup, c'est chouette tout ça. Qu'est-ce qui fait que cette mission, ce contrat avec eux va trouver un terme? Alors à ce moment-là, donc j'accouche de mon 2e enfant. Et là, je me dis, je suis bien là où je suis, mais par contre, je sens que c'est pas, ça manque de sens. À ce moment-là de ma vie, j'ai besoin d'avoir du sens en plus du lien social. C'était plus suffisant, en fait, d'être bien dans une équipe. J'avais besoin que ce que je faisais ait du sens. Et là, je le voyais pas. Donc, du coup, je me dis, du fait que j'ai cette opportunité de prendre un congé parental,
je vais le faire et je vais en profiter pour faire un bilan de compétences et voir ce que je pourrais faire éventuellement dans l'après. Alors, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que quelques semaines après avoir accouché, je reçois un email dans ma boîte mail qui dit « Perdez du poids gratuitement depuis chez vous ». Oh, moi, je me disais pour moi. C'est pour moi. Et donc, je découvre une plateforme pour le bien-être féminin, un portail féminin. Donc ça, c'était avant les réseaux sociaux, où en fait, c'est un groupe de femmes qui se réunissent. C'est un forum, en fait, sur lequel on allait trouver aussi des informations, beaucoup d'informations sur les plans alimentaires. Et surtout, on avait l'entraide de femmes qui vivaient la même chose, en fait. Donc, je me dis, je tente, j'essaye. De toute façon, j'ai du temps. Donc, voilà. Donc là, je sais pas, Noé, il avait 3 semaines, quoi. C'était vraiment juste après l'accouchement. Et là, je découvre les blogs. Je ne connaissais rien au monde de l'informatique et encore moins Internet. Et je découvre qu'on peut écrire des blogs. Alors, au départ, je ne sais pas trop quoi écrire, mais j'écris ce qui se passe dans ma vie, dans mon quotidien, qui me semble complètement banal. Et là, je me rends compte que des personnes viennent me répondre et me disent « Ah, ça fait tellement du bien de lire ce que tu as écrit !» Et là, je me suis dit « Ah ouais, mais ma vie est sans intérêt en vrai !» Et pas pour tout le monde. Et là, j'ai découvert l'humain, en fait, dans sa... Je sais pas comment exprimer. Ça dépassait tout, en fait. Je me rendais compte à quel point on pouvait être tous tellement complémentaires. Donc, j'adore, je kiffe. Et je fais une rencontre avec celle qui allait devenir mon associée par la suite. Donc, Cécile Neuville, qui à l'époque s'appelait Silly34, on avait tous des pseudos. Et je connecte avec elle. Et très rapidement, on met de l'animation dans ce forum où on a envie, en fait, de fédérer, justement. Tu parlais de fédérer tout à l'heure, effectivement. On fédérait parce qu'on avait tout un but commun, celui de perdre du poids. Et donc, du coup, voilà, on est dans allez, venez, quoi. Et puis, en dehors de ça, elle commence à me poser des questions sur moi. Et donc, je lui explique ce que je veux faire professionnellement. Elle me dit, écoute, c'est génial. Moi, je suis psychologue. Je travaille au CRIJ, qui est une association qui est pour réinsérer les jeunes après leurs études et les aider à trouver leur voie. Donc, du coup, si tu veux, je te fais un bilan de compétences et comme ça, tu sauras ce que tu veux faire. OK ? Donc, elle me fait mon bilan de compétences et très rapidement, je m'aperçois que je veux être dans l'aide à la personne. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Et à ce moment-là, le PDG du site internet prend contact avec Cécile et moi, puis une 3e personne avec qui on avait connecté également. Il nous dit, les filles, j'ai vu que vous vous retrouviez dans le sud de la France pour vos vacances cet été. Est-ce que je peux me joindre à vous ? À ce moment-là, j'avoue qu'une petite voix m'a dit, mais c'est chelou, qu'est-ce qu'il te veut ? Est-ce que tu peux vraiment avoir confiance ? Mais on accepte, malgré tout, de le rencontrer. Et là, il nous dit, est-ce que vous voulez travailler pour moi ? Ah oui, mais bien sûr, que faut-il faire ? Juste, soyez vous. Oh, tu veux dire que je vais être payée à être qui je suis ? C'était juste incroyable. Enfin, moi, ça dépassait tout l'entendement. Et ça veut dire quoi, être payé Enfin, vous faisiez quoi concrètement, du coup, sur ce site pour qu'il ait besoin que vous continuiez ? Eh bien, au départ, en fait, il y a eu plein de nouveautés qui se sont ajoutées parce qu'au départ, donc c'était un forum. Un forum, c'est juste de l'écriture noir sur blanc. Il n'y a pas de smiley, il n'y a rien. Et au fur et à mesure, ils développent vachement, en fait. Et arrive la vidéo, la possibilité d'uploader des vidéos. Et là, moi, je découvre le truc et ça m'amuse tellement que je me mets à faire des vidéos pour tout et pour rien. Vous pouvez pas faire de sport ? Mais si, même avec un bébé. Et je me mets à me filmer, à courir dans mon jardin pour dire, vous voyez, moi, voilà comment je fais mon sport. Et mon bébé est au milieu et il dort. C'est le réel avant l'heure. C'est exactement ça. Très clair. Avec le recul, après, je me suis dit, mais en fait, c'était YouTube avant et c'était les prémices. Et donc, cette animation, plus ça allait, plus les gens regardaient les vidéos et plus des gens passaient du temps sur la plateforme. Et ça, c'est pareil. Quand tu vois que les clients passent du temps sur la plateforme, évidemment, c'est très rentable. Donc, du coup, ils m'ont dit, voilà, il faudra que tu crées du contenu. Donc, tu continues à faire de l'animation vidéo
Et puis plus tard, nos postes ont un peu évolué en fonction justement des formations que j'allais faire, parce que du coup, très rapidement, je veux devenir coach et je veux me spécialiser sur l'image de soi. Et donc, je commence à une formation sur le coaching en image. Et puis après, très vite, je me suis associée avec Cécile. On a déménagé avec ma petite famille, parce que moi, je viens de Nantes à l'origine. Et puis, on a déménagé vers Montpellier pour créer une entreprise et dans laquelle j'allais pouvoir exercer mon métier de coach en image. Je trouve ça incroyable. Ce que j'entends dans ce que tu es en train de dire, c'est quelque chose comme je sais où j'ai envie d'aller, même si je sais pas vraiment, mais je sais les steps par lesquels j'ai envie de passer. Ça passe par Decathlon, tu te découvres dans Decathlon, dans des capacités à obtenir ce poste déjà, et à obtenir plus que le poste qui était promis initialement. Plus tard, à te dire, j'ai envie d'aller quelque part, mais je sais pas trop où encore. T'atterris dans une entreprise où en fait, juste en te laissant porter avec ce truc à l'intérieur de toi de je veux aller là-bas et c'est trop cool. Et avec, encore une fois, il y a une espèce d'alternance entre le zut, il va y avoir autre chose. C'est trop cool, il y a ça. Et au final, il y a comme ta personnalité qui est en train de se construire à travers les différents postes où tu passes, qui parlent de la relation, l'intérêt avec les gens. Et ce que je trouve incroyable dans ce que tu dis, c'est que tu as un profond intérêt pour les collaborateurs avec lesquels tu travailles. Tu as un profond intérêt pour le client avec lequel tu travailles. Plus tard, quand tu vas être sur cette plateforme, tu as un profond intérêt pour les femmes avec lesquelles tu vas coexister, avec lesquelles tu vas vraiment exister avec, quoi. Ouais, carrément. Parce que vous partagez les mêmes problématiques. Tu vas partager ton amusement de la vie à travers la vidéo qui te permet de le faire, et ça fédère autour de toi, ça crée des opportunités, qui fait que quand tu déploies ton activité en tant que coach du côté de Montpellier, il se passe quoi ? Il se passe que déjà, c'est chouette dans le sens où finalement, on a été formés sans le savoir au travers de l'expérience sur le site, parce que ils nous ont tout appris, par exemple, du community management, alors qu'avant, ce mot-là n'existait même pas. Ils nous ont appris le social media, ils nous ont appris à gérer une boîte mail, ils nous ont appris tellement de choses qui nous ont été tellement utiles par la suite, que du coup, franchement, ça a été un véritable tremplin. Et en plus de ça, on était en contact avec je ne sais combien de personnes qui rentraient exactement dans les problématiques qu'on était capable d'accompagner. Donc moi, par exemple, au départ, quand j'ai fait mes premiers rendez-vous, j'ai des femmes de Paris qui sont descendues à Montpellier pour que je leur fasse un coaching en image. J'en reprenais 3 jours et elles venaient, elles descendaient. Ça voulait dire qu'elles payaient une presta et elles payaient également leur transport, leurs frais d'hébergement. Et pour moi, c'était waouh, c'est incroyable. Mais parce qu'ils nous ont donné cette visibilité, en fait, qui a fait que les gens avaient confiance en nous. On allait aussi les rencontrer. Pendant les années où on travaillait sur le site, on avait créé avec Cécile des journées qu'on appelait les journées positives, où on allait à leur rencontre partout en France. Et là aussi, en fait, le fait de venir les voir, toutes ces femmes, elles se rendaient bien compte de qui on était. Et c'est ces femmes-là qui sont restées. Et encore aujourd'hui, tu vois, 16 ans après, j'ai encore des contacts avec des personnes, en fait, de cette plateforme, et qui à chaque fois te disent « Oh, tu te rappelles, on avait vécu ça ?» C'est toujours très chouette. Il y a un truc que tu viens de dire qui me semble super important, c'est que tu dis que principalement tu t'intéressais à des femmes qui vivaient des problématiques d'estime autour de la perte de poids, ou qui avaient l'intention de perdre du poids. Il y avait une problématique autour de l'estime derrière ça. Tu dis, quand tu veux te lancer dans tout ce qui est coaching, que il y a des femmes qui sont très disponibles, que tu peux prendre en charge. Qu'est-ce qui fait que tu peux les prendre en charge, ces femmes-là ? Parce que je les connais. Et parce que y a cette notion de confiance, en fait. Finalement, démarrer comme ça, pour moi, c'était ultra sécure, dans le sens où elles me connaissaient, je les connaissais, et du coup, j'avais rien à prouver, elles n'avaient rien à me prouver, en fait. Et cette simplicité de confiance, ça a, pour moi, contribué à une réussite dans les meilleures conditions. Mais pour moi, Ouais. Là, vraiment, je pense que c'est ce qui m'a aidée. Qu'est-ce qui te fait dire que tu les connaissais ? Parce que je parlais tous les jours avec elles. Ok. Et de quoi vous parliez alors ? De tout, de plein de choses. Et surtout, de leur... on arrivait toujours dans des discussions ultra profondes parce que à un moment donné, quand tu es derrière ton écran, il y a comme une liberté qui s'offre à toi, où tu vas dévoiler des choses de toi, où tu sais que la personne, elle ne va pas te juger parce qu'en plus, tu ne la connais pas au tout départ. Donc, tu y vas en fait, et tu lâches tout ce que tu as à lâcher.
Et toutes ces confidences qu'on a pu avoir, et il y en a eu des sacrément lourdes, ça contribue à, quand tu te vois après en vrai, il y a une espèce de connexion profonde qui arrive et où tu dis, OK, tu peux avoir confiance. Et c'est tellement... ça me remonte des émotions parce que c'était fort, en fait. Ouais. Et du coup, c'est sur quelle thématique que tu sais que tu peux leur... Sur l'image de soi. Et voilà. Sur l'image de soi parce que justement, en fait, j'ai, moi, travaillé énormément ma propre image au travers de ce site. Tout ce que je t'explique, tu vois, par rapport au blog, aux gens qui te disent « Waouh, mais c'est génial, ça nous fait du bien ». En fait, elles m'ont permis de me voir avec un regard beaucoup plus objectif et bienveillant. Souvent, de soi à soi, on n'est pas des plus objectifs et on ne voit surtout que ce qui ne va pas chez nous. Ah oui. Et du coup, elles m'ont appris à regarder différents aspects de ma personnalité et de me dire, ah ouais, en fait, ça, j'aime bien, finalement, cet aspect-là, en fait. Et pour moi, c'était presque, je devais faire ça pour remercier, en fait, ce que ça m'avait apporté à moi. En fait, tu vois, c'était, voilà, l'énergie, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse dans cette partie de l'échange, en tout cas. C'est que je crois que ce qui crée le lien entre le professionnel et la personne qu'il peut accompagner, c'est les choses qu'ils ont en commun. Et tu vois, quand je te dis, mais qu'est-ce qui fait que tu peux accompagner ces personnes-là, tu me dis pas que parce que j'ai fait coaching. Tu me dis parce qu'en fait, on est en lien et on se comprend. Oui. Tu as été chercher des choses qui t'ont apporté des réponses à toi, que tu mets au service de ces femmes-là à travers coaching. Mais en fait, c'est pas coaching que tu fais avec elles. Tu les accompagnes sur ces problématiques d'image. Parce que tu sais ce que c'est et parce que ça crée un lien entre vous qui fait que vous pouvez aller beaucoup plus loin qu'une discussion simple, quoi. Et ça me semble cruellement important. Et c'est pour ça que je veux faire des podcasts comme ça, parce que je veux amener les professionnels à parler autant de leur histoire pour que ça crée du lien avec les gens qui se reconnaissent chez le professionnel. Bref, c'était mon instant. C'est ma conviction. Et c'est cool parce que du coup, tu véhicules ce truc-là, je suis très content. Tu accompagnes ces femmes autour de l'estime. J'ai envie de dire estime, alors que tu parles d'image. Oui, mais c'est très lié. Et oui. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? En parallèle, je continue toujours, on développe notre binôme avec Cécile. Et du coup, je me forme à la psychologie positive. Et là, à un moment donné, elle exerce en tant que psy dans un endroit qu'on a créé ensemble qui s'appelait la Maison du Bien-être. Et du coup, elle est dans son bureau et moi, je suis dans mon bureau pour le coaching en image. Et puis un jour, elle me dit, j'ai trop de monde pour la partie psycho. Il me faut une autre psy qui intègre le lieu parce que j'ai trop de personnes et je ne peux plus faire face. Puis là, elle me regarde, elle me dit, mais en fait, tu vas en prendre, toi. Je dis, moi, je ne suis pas psy. Elle me dit, mais tu as suivi tellement de formations avec moi sur tellement d'outils, sur la psycho en plus, même si c'est que le plan psychologie positive qui est très spécifique. Elle me dit, je vois, en fait, on a nos échanges et clairement, je sais que tu es capable. Et ça, c'est une chose aussi qui est importante, c'est d'accepter aussi le regard des autres dans ce sens-là. Tu sais, de faire confiance au regard des autres. Souvent, on te dit, non, mais la vie des autres ne compte pas. Alors certes, mais moi, j'aime bien regarder en fait ce que ça me renvoie de moi. C'est pas le jugement qu'il me porte, mais c'est qu'est-ce que moi, ça me renvoie. Et quand quelqu'un me dit, je sais que tu es capable, moi, je le prends sur moi. Et si elle dit que je suis capable, alors, OK. Et donc là, elle a prévenu les personnes qui la contactaient qu'elle allait rediriger vers moi, que j'étais coach, que je n'étais pas psy, mais que je pouvais accompagner sur des problématiques diverses et variées. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai lâché le coaching en image. Je pense que j'avais fait le tour. J'avais rendu ce que je devais rendre, en tout cas pour moi. Et là, je découvrais quelque chose de nouveau encore. Et ça répondait aussi à mes besoins, tu vois, de faire plein de choses aussi à la fois. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à accueillir des personnes dans mon cabinet où c'était pour des problématiques diverses ou variées, que ce soit des problèmes individuels ou de couple ou de famille. J'étais amenée à rencontrer ces personnes et à les accompagner en fait dans leurs problématiques. Plus tard, tu vas t'intéresser à la relation. Qu'est-ce qui s'est passé pour ça ? Alors du coup, à ce moment-là, j'ai 35 ans. Tout se passe bien dans ma vie, je suis très heureuse, on a nos 2 enfants, c'est parfait. Et en même temps, dans les phases de vie, notamment dans les phases de vie d'un couple, on passe par différentes périodes en fait. Au début, c'est tout chouette, hormonalement, on est au top. Et puis après, les choses
prennent un peu leur place. Sauf que du coup, à ce moment-là, arrive soit le début de carrière où là, ça remet une forme de boost aux hormones, donc tu te sens bien. Donc tu cherches pas midi à 14h, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Tu fais des enfants, waouh, ça remonte encore en haut, donc ça c'est cool. Et puis arrive une phase de vie où tu as tout, mais c'est comme un flop, parce que finalement, ton niveau de bonheur, il est revenu à son état initial et tu ressens plus ce que tu ressentais au début. Alors tu te poses des questions, en tout cas c'était ma phase à ce moment-là, je me posais énormément de questions. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Je ressens plus, est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? Et donc du coup, je me dis, bon, en même temps, j'ai quand même des outils autour de moi qui pourraient m'aider, autant les utiliser. Donc je commence à me former sur les couples, les relations de couple. Je commence à lire des bouquins et je mets en pratique pour voir ce qui se passe. Et en parallèle, les rendez-vous que j'avais étaient tous ciblés sur le couple. Et quand tu arrives de toute façon dans le développement personnel, tu as cette phrase qui te dit « rien n'arrive jamais par hasard ». Et donc du coup, je me dis « oh, ça doit être pour une bonne raison ». Et je commence du coup à me dire « et si vraiment je me spécialisais sur le couple ?» Du coup, ce que je faisais pour moi et pour notre couple, finalement, ça dépassait. C'était aussi pour tous les couples que j'allais accompagner. Et ce moment-là, j'accompagne, bizarrement, une séparation, mais qui pour moi a représenté ce que c'était que l'amour en fait, et le respect. Parce que c'était une séparation pleine d'amour et vraiment j'ai eu... waouh, j'étais submergée finalement par ce que j'assistais et donc du coup je me dis ok, c'est ça que je veux faire en fait, je veux m'occuper des couples. Et pendant 8 années, je me suis occupée vraiment spécialisée sur les couples. Il y a un moment donné où j'aimerais bien qu'on fasse un focus sur la relation que tu partages avec Cécile. Peut-être que c'est le moment avant de parler de là où tu en es en ce moment. Dans le binôme que vous formez avec Cécile, qui joue le rôle de quoi? On est très complémentaires. Je dirais que moi, je suis la source principale d'énergie et d'émerveillement, même si elle est pleine d'énergie elle aussi, hein, c'est pas ça. Mais au tout départ, moi, je suis tellement pleine d'émerveillement et elle tellement pleine d'idées que du coup, à chaque fois qu'elle a une nouvelle idée, déjà, je suis partante. Puis non seulement je suis partante, mais alors je mets des étoiles là où il n'y en aurait pas eu au départ. Et donc, du coup, ça crée une force entre nous. Et les années défilant, en fait, on a fait vase communicant toutes les deux, en fait. C'est que la partie que moi, j'avais en majeure partie, a été transférée chez Cécile. Et tout ce qu'elle avait aussi qui, moi, me manquait, a été transféré chez moi. Du coup, on a créé vraiment un momentum toutes les deux. Et ce qui nous a valu de super expériences par la suite. On a vécu des trucs de fou. Et c'était vraiment super chouette. Et on a créé un centre de formation ensemble. Parce qu'en parallèle d'accompagner les couples ou même des coachings, c'est qu'à un moment donné, on nous a formulé des demandes et on y a répondu. On s'est mis à former des gens qui voulaient devenir coach ou qui voulaient se spécialiser sur quelque chose. Et du coup, on a créé un centre de formation qui était vraiment dédié aux psy, coach et thérapeutes pendant 15 ans. Ce que tu viens de dire là, ça me touche, ça me parle incroyablement. Je veux dire, ce que tu viens de dire, c'est comme, il y a quelqu'un qui a de l'idée. Oui. Et en fait, moi, j'ai la joie qui permet de pousser cette idée à l'endroit où elle doit aller. Et je me fais l'idée que dans un combo, c'est un truc qui est essentiel, quoi. Je veux dire, dans les diverses expériences entrepreneuriales que j'ai menées ou les diverses expériences de projets que j'ai menées, c'est pas le tout d'avoir une idée. Enfin, si on n'a pas quelque chose qui nous aide à avancer, c'est délicat. Et du coup, je ne peux que reconnaître ce truc-là. Et je crois que c'est important pour moi de le souligner parce que ce que tu as fait pour Cécile à une époque, j'ai l'impression que c'est ça que tu fais aujourd'hui. Oui, complètement. Complètement. Que fais-tu à présent? Alors, donc, ce qui a clôturé les couples, c'est une aventure liée à une maison d'édition où on me demande d'écrire un livre sur les couples. Et donc, je l'ai écrit. Et au moment où il sort, je me dis, oui, mais ça y est, j'ai envie de faire autre chose. Un peu comme une boucle qui se clôture, en fait. Et donc, à ce moment-là, je me fais moi-même accompagner parce que j'avais besoin d'y voir plus clair dans mes propres idées. J'avais 10 milliards d'idées parce que du coup, comme je t'expliquais, finalement, ce qui était chez Cécile a transféré chez moi. Et aujourd'hui, les idées, waouh, ça y va. Et du coup, à ce moment-là,
le plaisir immense de me faire accompagner moi toute seule. C'est-à-dire que j'étais toujours adepte à des programmes en groupe, en collectif. J'en ai fait des tas qui étaient tous très chouettes, dans lesquels j'ai toujours appris plein de choses, mais qui ne m'apportaient pas les résultats que je souhaitais. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais changer. Je vais me faire accompagner individuellement. Et là, mais le bonheur total. Et surtout, ça a tout changé après dans la dynamique. Et je me suis dit que c'était ça ce que je voulais apporter. Donc, du coup, mon public cible, en fait, c'est devenu les femmes entrepreneurs et les accompagner dans le développement de leur activité. Au départ, c'était vraiment de cette façon. Puis, au fil et à mesure que je faisais les choses, je me suis aperçue que ce que je faisais, c'était exactement ce que je faisais avec Cécile dans notre binôme et dans notre association. Et donc, à un moment donné, dans ma communication en tout cas, je dis « Ok, je deviens ton associé pendant 6 mois pour donner un bon coup de boost à ton entreprise, faire en sorte qu'elle se développe, que tu te sois suffisamment à la fois épanoui et que tu as aussi le retour sur ce que tu fais. » Et là, je m'éclate en fait. C'est juste génial parce que chaque cliente en plus que j'ai, surtout en ce moment, toute leur entreprise, mais me passionne vraiment. Il y a pas, je fais pas semblant. C'est vraiment, j'adore tout ce qu'elles font en fait, et j'y crois. Et ça, c'est génial parce que du coup, j'ai l'impression, au travers d'elles, de vivre des réussites en permanence. Parce qu'en plus, je les vois évoluer et ça prend forme. Et donc, du coup, c'est vraiment le bonheur de pouvoir assister à des femmes qui, ça y est, elles découvrent le waouh. Et ça, c'est chouette. Incroyable. Comment tu as décidé d'appeler cette activité ? L'audace en basket. Qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup, l'audace en basket ? Alors, l'audace en basket, parce que je pense que j'ai toujours su faire des choix audacieux, inconsciemment, parce que je ne le savais pas, en fait, que j'étais audacieuse. Mais avec le recul, je me dis, ah ouais, quand même, ouais, si. Et en basket, parce qu'en basket, on va toujours plus vite et plus loin, mais confort. Et puis, ce côté, on est bien dans ses baskets, quoi. Ouais. J'ai envie d'amener la clôture de ce podcast à cet endroit, dans le sens où ce qu'on vient de voir à travers ton histoire, c'est comme il y a une joie à l'intérieur de toi qui fait que il peut se passer des événements qui ne te remettent pas en question à l'intérieur de toi. Il y a un ancrage à l'intérieur de toi qui dit je sais qui je suis, et en fait j'appréhende les choses comme ok, il y a pas de réponse, en tout cas dans le cas de Decathlon, mais probablement que c'est parce que je m'y prends mal. Comment je pourrais m'y prendre différemment? Ça amène un poste. Puis des expériences de vie t'amènent à cultiver de nouvelles ressources à l'intérieur de toi. L'alignement qui est le tien à cet endroit fait que tu vas aux bons endroits au bon moment, mais font que tu bouges aussi de ces endroits pour aller découvrir d'autres choses. Et t'es pas en lutte contre ça, t'es dans l'accompagnement de ce truc-là, avec cette joie à l'intérieur de ok, c'est ça dont j'ai besoin en ce moment. Ça t'amène à développer des skills relationnels avec des gens, ou en tout cas les affiner, des skills avec toi-même. Ça t'amène à rencontrer des femmes qui te ressemblent, auprès desquelles tu as un profond intérêt, qui créent une opportunité de travailler avec elles parce que tu leur apportes de la valeur tout simplement, et que derrière elles veulent s'offrir l'accompagnement avec toi. Et c'est tellement le reflet de ce que j'ai envie d'illustrer. Je veux dire, j'ai envie que mon podcast permette aux gens de se mettre en relation avec des gens qui les inspirent, en se disant mais c'est ta femme, cet homme, c'est moi là, et en fait pourquoi j'y arrive pas, mais cette personne pourrait m'aider en fait, tu vois. Et j'ai la sensation qu'on en arrive à cet endroit où il y a des femmes qui se disent probablement bah voilà, il y a un truc dans Anne-Laure Dabo là, ça me touche. Où est-ce qu'elles peuvent te retrouver en fait, ces femmes? Comment est-ce qu'elles peuvent relationner avec toi? Tout simplement sur les réseaux sociaux, parce que j'ai jamais quitté Internet depuis cette première aventure. Donc sur Instagram, l'audace en basket principalement, et puis ensuite LinkedIn aussi, et sur un peu et même un podcast qui s'appelle l'audace en basket également. Et voilà, sur Internet principalement. Trop cool, il y aura les liens en dessous dans la description. Tout est là. Est-ce qu'il y a un mot que tu aurais envie d'adresser à ces femmes qui auraient ce besoin de vivre un peu plus d'audace dans leur basket? Ne jamais lâcher et de se dire toujours par la porte ou par la fenêtre, on finit toujours par y arriver. Grave, trop bien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me reste et que je veux garder. Grave. J'ai cette sensation, en tout cas, je vous invite à connecter avec Anne-Laure si vous avez un projet dans la peau et vous avez besoin d'un appui de joie. Je crois, pour en faire l'expérience, que c'est profondément un truc dont on a besoin en tant qu'entrepreneur. Donc, j'espère qu'elles seront nombreuses à venir trouver ton appui. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Anne-Laure, c'était un plaisir. À très vite. À bientôt. Waouh, mais quel plaisir de partager cette discussion avec ce praticien, cette praticienne, et quel plaisir de te partager ça. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis surtout, rappelle-toi,
Les émotions, l'inconscient, c'est comme les racines d'un arbre. On les voit pas et elles sont rudement importantes pour son développement. Alors prends soin de tes racines.